Petit à petit, le système de réserve fractionnelle, soutenu par une banque centrale, est devenu le système monétaire dominant dans le monde. Et la fraction d'or qui garantissait l'argent créé par le processus de dette est progressivement arrivée à zéro. La nature même de l'argent a changé. Autrefois, un dollar en papier était en fait un reçu avec lequel on pouvait réclamer un poids fixe d'or ou d'argent. Actuellement, un dollar papier ou un dollar numérique peut uniquement être échangé pour un autre dollar papier ou un autre dollar numérique. Autrefois, le crédit créé par une banque privée existait sous forme de billets de banque privée. Les gens avaient le droit de refuser ces billets, tout comme ils peuvent refuser un chèque personnel aujourd'hui. À présent, le crédit créé par une banque privée est légalement convertible en devises fiduciaires émises par le gouvernement, comme les dollars, les livres sterling ou les euros. Les devises fiduciaires sont des devises créées par un décret gouvernemental. Des lois en font la monnaie que les citoyens doivent accepter pour paiement. Alors la question subsiste. Si les gouvernements et les banques peuvent tout simplement créer de l'argent, combien y a-t-il d'argent dans le monde? Autrefois, le montant total d'argent était limité par les quantités physiques des éléments utilisés comme garantie. Par exemple, pour créer plus d'argent basé sur l'or, il fallait trouver davantage d'or. À présent, on crée vraiment l'argent à partir de dettes. Chaque fois que quelqu'un fait un emprunt à une banque, de l'argent est créé. Le montant total d'argent qu'il est possible de créer n'a qu'une seule limite réelle, le montant total de la dette. Les gouvernements placent une limite légale sur la création d'argent fictif, en imposant des règles sur les obligations de réserve fractionnelles. Mais ces obligations sont fondamentalement arbitraires. Elles varient d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Longtemps, il a été commun d'exiger que les banques aient au moins $1 en or en réserve pour garantir $10 d'argent dette. Aujourd'hui, les ratios de réserve minimale ne s'appliquent plus du tout au rapport entre argent nouvellement créé et or en dépôt. Elles s'appliquent uniquement au rapport entre argent nouvellement créé et argent existant. Aujourd'hui, les réserves d'une banque sont faites de deux choses. Le montant en devises bien réelles qu'elle a déposé à la banque centrale et le montant total de son argent dette. Petite illustration. Imaginons qu'une nouvelle banque vient de démarrer et qu'elle n'a pas encore de déposants. Mais ses investisseurs ont déjà fait un dépôt de réserve de $1111,12 en cash. Le ratio de réserve est de 9 pour 1. Étape numéro 1. La banque accueille son premier client pour un emprunt. Notre client a besoin de $10 000 pour une voiture d'occasion. Avec un ratio de 9 pour 1, la réserve déposée autorise la banque à créer légalement, comme par magie, 9 fois ce montant, soit $10 000. Ces $10 000 n'existent nulle part physiquement. C'est de l'argent nouveau, tout simplement versé au compte de l'emprunteur en tant que crédit. C'est de l'argent dette. L'emprunteur peut faire un chèque pour payer sa voiture. Étape numéro 2. La vendeuse de la voiture dépose les $10 000 d'argent nouveau à sa banque. Contrairement à l'argent déposé à la banque centrale, cet argent nouveau ne peut pas être multiplié par le ratio de réserve. Il doit être divisé par ce ratio. Avec le même ratio de 9 pour 1, il est donc possible de créer un nouveau prêt de $9 000 à partir du premier dépôt de $10 000. Étape numéro 3. Si ces $9 000 sont déposés par une troisième personne, à la même banque ou dans une autre banque,
ils permettent légalement un troisième crédit bancaire, cette fois pour 8 100 $. Comme les poupées russes, qui s'emboîtent et deviennent toujours plus petites, chaque nouveau dépôt peut mener à un prêt toujours plus petit, et cette série décroissante est infinie. Par contre, si l'argent fictif créé par l'emprunt n'est pas déposé à la banque, le processus s'arrête. C'est la partie imprévisible du mécanisme de création de l'argent. Mais le plus probable, c'est qu'à chaque étape, le nouvel argent sera déposé à la banque et que le processus se répétera bien des fois, et que finalement, presque 100 000 $ d'argent nouveau sera créé. Tout cet argent nouveau est créé à partir du processus de dette uniquement. Et tout ce processus est légalement autorisé par le petit dépôt de réserve initial de 1111 $ et 12 cents qui demeure intouché à la Banque centrale. Autre facteur important. Avec ce système ingénieux, les registres de chacune des banques doivent montrer que la banque a 10% de plus en intérêt qu'en prêt. C'est donc un incitatif très fort pour une banque de solliciter des dépôts afin de pouvoir prêter davantage. Tout ceci crée l'idée fausse que l'argent vient des dépôts. À moins que chaque prêt successif ne soit déposé à la même banque, aucune banque ne peut prétendre avoir multiplié sa réserve initiale de presque 90 fois uniquement par des crédits bancaires. Mais il faut bien comprendre que le système bancaire est un circuit fermé. Un crédit créé dans une banque devient un dépôt dans une autre banque et vice-versa. En fin de compte, l'effet est grosso modo le même que si tout se passait dans une seule et même banque. En résumé, la réserve initiale d'un peu plus de 1111 $ à la Banque centrale permet de récolter des intérêts sur des sommes allant jusqu'à 100 000 $, que la banque n'a jamais eu. Ça vous semble absurde? Écoutez un peu. En quelques décennies, à cause du lobbying féroce des banques, les obligations de réserve ont quasiment disparu dans plusieurs pays. Et les ratios actuels de réserve peuvent être bien plus élevés que 9 pour 1. Pour certains types de comptes, 20 pour 1 et même 30 pour 1 sont tout à fait communs. Plus récemment encore, les banques ont trouvé le moyen de complètement contourner les obligations de réserve en faisant payer des frais de dossier en plus du capital prêté. Alors, bien que les règles soient compliquées, la réalité est toute simple. Les banques peuvent créer autant d'argent qu'on est capable d'en emprunter. En dépit des images qu'on nous montre, l'argent créé par le gouvernement représente en général moins de 5% de l'argent en circulation. Aujourd'hui, plus de 95% de l'argent a été créé par quelqu'un qui a signé une reconnaissance de dette à une banque. Ces crédits bancaires apparaissent et disparaissent en quantité phénoménale tous les jours, au fur et à mesure que des prêts sont accordés ou remboursés. Les banques ne peuvent utiliser ce genre de système qu'avec la coopération des gouvernements. Premièrement, les gouvernements passent des lois qui imposent l'utilisation de la devise nationale. Deuxièmement, les gouvernements permettent que les crédits créés par les banques privées soient payables dans leur devise nationale.
Troisièmement, les cours de justice gouvernementales font respecter les obligations de paiement des dettes. Et enfin, les gouvernements adoptent des règlements qui assurent le fonctionnement et la crédibilité du système monétaire sans rien faire pour informer le public de l'origine véritable de l'argent. La simple vérité, c'est que quand on signe les papiers d'un emprunt ou d'une hypothèque, la seule chose réelle est notre reconnaissance de dette. Cette reconnaissance de dette est garantie par nos actifs qui seront confisqués si on ne peut pas payer les remboursements. Pour toute personne qui croit que nous allons honorer notre promesse, cet accord de prêt ou d'hypothèque est maintenant un papier échangeable et vendable. Ce papier représente une forme d'argent. L'emprunteur obtient de l'argent grâce à son soi-disant prêt bancaire. Dans le monde réel, un prêt implique que le prêteur a quelque chose à prêter. Si vous avez besoin d'un marteau, ma promesse de vous prêter un marteau que je n'ai pas ne vous servira strictement à rien. Mais dans le monde artificiel de l'argent, la simple promesse faite par une banque de vous prêter de l'argent est considérée comme de l'argent véritable. Ici encore, la vérité est simple. Sans le document signé par l'emprunteur, le banquier n'a rien du tout à prêter. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les familles, peut être endetté en même temps et pour des sommes aussi colossales? Est-ce que vous vous êtes demandé comment il peut y avoir autant d'argent à emprunter? Maintenant, vous le savez. Il n'y en a pas. Les banques ne prêtent pas l'argent. Elles le créent. Et c'est de l'argent dette. Comme la dette est potentiellement illimitée, la quantité d'argent créée est illimitée, elle aussi. Mais l'inverse est vrai également. Vous n'êtes pas étonné qu'en dépit de toutes nos ressources, toutes nos inventions et toute notre productivité, nous soyons presque tous si lourdement endettés, aussi bien les gouvernements que les entreprises et les particuliers? Ah, si seulement les gens cessaient de se demander comment est-ce possible? Comment se peut-il que les gens qui produisent toute la richesse réelle soient endettés envers les gens qui ne font que prêter de l'argent, symbole de cette vraie richesse? Le plus étonnant, c'est qu'une fois que nous réalisons que l'argent est en fait une dette, nous comprenons que sans dette, il n'y aurait pas d'argent. Si toute cette explication est nouvelle pour vous, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens s'imaginent que si toutes les dettes étaient payées, la situation économique irait beaucoup mieux. C'est sûrement vrai au niveau individuel. Quand on a remboursé ses prêts, on a davantage d'argent à dépenser. Mais il est faux de croire que s'il n'y avait plus de dettes, il y aurait davantage d'argent à dépenser. En fait, c'est tout le contraire. Sans dette, il n'y aurait pas d'argent du tout. Alors, vous voyez, nous dépendons complètement du renouvellement continu du crédit bancaire. Pas de prêt, pas d'argent. C'est exactement ce qui s'est passé durant la Grande Dépression. La quantité d'argent a fondu radicalement quand la quantité des prêts a chuté.